Salut, bienvenue pour un nouvel update lecture. Et si je dis pas une grosse connerie, c'est le premier update de l'année dans lequel je vais vous parler des premières lectures de 2022. Il serait temps, vous me direz. Et 2022 a très bien commencé, hein. Franchement, je suis très contente. Bon, 2021 a tellement mal fini niveau lecture que 2022 pouvait être entre guillemets que mieux, mais faut pas dire ça hein, dans la vie parce que ça peut toujours être pire en vrai. Bref, il y a quand même un petit abandon dans cette vidéo, sinon, sinon on serait pas sur un de mes belles lectures, enfin voilà. Mais franchement, je suis trop contente, vraiment, je suis trop contente. Du coup, c'est parti. Je l'ai pas précisé, mais je le fais maintenant. Du coup, si vous avez regardé mes derniers vlogs, ce sont des livres que vous m'avez déjà vus, où j'ai déjà parlé de ces livres-là en vlog. Mais bref, le premier c'est 14-14 de Sylvain Edgar et Paul Béorn, c'est ça. Et c'est très bizarre parce que je n'ai pas trouvé ce que je pensais trouver dans ce livre, mais j'ai adoré. En général, quand je commence un bouquin avec une idée précise à peu près de ce que je vais y trouver, et que j'y trouve pas ce que je pensais y trouver, je suis déçue et j'aime pas trop. Mais là franchement c'était cool. En gros, c'est un livre qui date de 2014 hein, du coup, donc peut-être vous connaissez déjà. Bref, en gros c'est l'histoire de Adrien qui vit en 2014, où voilà, quand sa petite vie, il va au collège, oui au collège je crois, bref, il est amoureux d'une fille, mais elle le calcule pas trop, enfin des histoires assez classiques de cet âge-là, tu vois, la première fois qu'ils sont amoureux, je sais pas comment faire, machin et tout, sa mère elle le saoule un peu, parce qu'il rentre dans l'adolescence, enfin bon, voilà. Et je sais plus pour quelle raison, il va envoyer une lettre, je crois que c'est lui qui commence à envoyer une lettre, de mémoire, il envoie une lettre à son cousin, je crois. Parce que, en fait, je crois... Ah oui, ça doit être ça. En fait, il veut se débarrasser de sa mère et il lui dit du coup, je suis en train d'écrire les lettres pour le nouvel an, enfin pour souhaiter la bonne année et tout, genre laisse-moi tranquille, tu vois. Et, alors que c'était absolument pas vrai, il dessinait, je crois. Et du coup, après, il se sent obligé, alors qu'on est en 2014 et que les lettres, c'est plus trop un truc qu'on faisait déjà à l'époque et qu'on fait aujourd'hui, il se sent obligé d'écrire une lettre, parce qu'il a dit à sa mère qu'il le faisait. Donc il envoie une lettre à son cousin qui vit un peu plus loin dans une ville, pas hyper loin, mais pas dans la même ville quoi. Sauf que cette lettre ne va pas arriver chez son cousin en 2014, mais elle va arriver chez Adrien, avec un H, qui vit en 1914. Donc c'est un système de boîte aux lettres. Voilà, il y a une boîte aux lettres qui est apparue en face de chez Adrien de 2014 et une autre qui est apparue en face de chez Adrien de 1914, et du coup ils vont à chaque fois poster la lettre dans cette boîte aux lettres là, et donc c'est une boîte aux lettres magique qui permet d'aller dans le futur ou d'aller dans le passé. Et en fait moi je pensais que chacun des deux aurait conscience d'à qui il parlait et qu'il s'échangeait des lettres à 100 ans d'écart, et en fait c'est pas le cas. Ils mettent bien la moitié du roman avant de se rendre compte qu'ils parlent pas à la personne à qui ils croient parler. Mais j'ai trouvé ça cool, vraiment j'ai trouvé ça cool. Et du coup on a Adrien en 1914, donc au début on est en janvier 1914, donc la guerre est très loin parce que la guerre a été déclarée en août, si je dis pas de conneries, bref. Et du coup voilà, on a sa vie à lui, et en fait c'est bizarre parce que du coup ils ont des comment dire, ils veulent faire, chacun veut faire quelque chose que ses parents ne veulent pas qu'il fasse, mais c'est opposé. C'est-à-dire que celui de 2014 veut se lancer dans les arts, il aime beaucoup dessiner et tout, et au bout d'un moment il en a ras-le-bol de l'école, c'était un très bon élève, mais il décide en gros d'arrêter de travailler et tout, d'arrêter de faire des efforts au niveau scolaire parce qu'il en a marre. Évidemment ses parents sont pas d'accord, ils veulent qu'il continue à faire des études et à avoir ses examens et tout. Et celui de 1914, c'est l'inverse. Il rêve d'aller au lycée, il veut étudier, il veut devenir ingénieur, mais son père, qui est un fermier, veut qu'il reprenne la ferme. Donc en gros, il lui dit les études, ça sert à rien, laisse tomber. Du coup, c'est deux trucs différents. Et donc, ils s'échangent et ils s'aident l'un l'autre sur leurs problèmes du quotidien. Et franchement, j'ai adoré. Vraiment, c'était hyper cool de voir cette différence aussi de mentalité à 100 ans d'écart. Et évidemment, il y a des choses que celui de 1914 il comprend rien, il comprend pas, il est là, c'est pas possible et tout. Et il y a des choses que celui de 2014 se dit ah oui, ça a beaucoup changé là-dessus et tout. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment très cool. J'ai même laissé ma marque-page dedans, super. Voilà, il y a des photos, parce que du coup j'avais laissé mon marque-page là où c'est marqué crédit photographique. Donc on a quelques photos, voilà, ça y en a une, je sais pas si vous allez voir ça. Et c'est pas centré sur la guerre parce que du coup le livre démarre au mois de janvier, et donc comme je l'ai dit la guerre a été déclarée il me semble au mois d'août.
Donc on a toute une partie du livre où il n'y a pas de guerre, mais ensuite il y a la guerre est déclarée. Mais en fait on n'a pas les passages de 1914 une fois que la guerre est déclarée. Le livre se termine avant, en tout cas dans ma mémoire. Le seul morceau, enfin le seul passage du livre où on est vraiment avec la guerre, entre guillemets, c'est quand le Hadrien de 2014 va voir un ancien champ de bataille. Et là, c'est le seul moment où on est pendant la guerre. Enfin, pendant la guerre. On parle de la guerre, mais on n'est pas vraiment pendant la guerre. D'ailleurs, en plus, c'est marqué derrière, c'est marqué à l'aube de la Grande Guerre. À l'époque, ça s'appelait pas la Première Guerre mondiale, évidemment. Voilà, c'est vraiment avant. Et franchement, j'ai adoré. Vraiment, j'ai trouvé ça absolument génial. Je suis dégoûtée qu'ils aient pas fait la même chose pour la fin de la guerre. Je sais pas. Je sais pas s'ils feront ça pour la guerre 39-45. Et pour le coup, moi qui ai tendance à bannir tout ce qui parle de la Seconde Guerre mondiale, si jamais il y en a un comme ça entre 39 et 39, du coup, et ben je le lirai. Voilà. Le deuxième pour aujourd'hui, c'est Rebecca Keane, le tome 3, Potion macabre de Cassandra O'Donnell. J'adore Rebecca Keane et j'adore Cassandra O'Donnell, c'est un truc de ouf. Ici, on est sur une saga de Beat Lit adulte. Je précise parce que moi, jusqu'à présent, de cette autrice, je connais deux autres sagas, donc La Légende des Quatre, qui est une saga young adulte que j'ai lue et que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, et Malenfer, qui est une saga, il y a aussi Sombre Terre, qui sont des sagas jeunesse. Malenfer, j'ai tenté le premier 1, j'ai pas le premier 1, mais bien sûr, le premier tome, et j'ai pas accroché, et Sombre Terre, bah, j'ai acheté le tome 1, mais je l'ai pas encore lu. Peut-être qu'elle a écrit d'autres choses, mais voilà, globalement, voilà. Super, je vais m'éclater. Je vais m'éclater à tout mettre dans la barre d'infos. Bref. Donc ici on est sur une saga de Beat Lit adulte. J'ai un peu de mal avec la Beat Lit adulte parce que, grand malheur pour moi, la première saga de Beat Lit que j'ai lue dans ma vie, c'est Charlie Davidson, écrit par Darryl Jones, et j'ai absolument surkiffé cette saga. C'est une saga de 11 ou 13 tomes, ou 12 tomes, je sais plus. Il y a minimum 11 tomes dans la saga, c'est une saga assez longue, et en fait j'ai adoré cette saga, le personnage, l'ambiance, l'univers, j'ai tout aimé. Et mon problème, c'est que du coup, à chaque fois que je commence une nouvelle saga de Beat Lit, comme ce sont les mêmes codes qui reviennent, hein, en général, on a une héroïne, soit humaine, soit à moitié fantastique, soit à moitié surnaturelle, soit complètement surnaturelle, qui combat un petit peu les gens surnaturels. C'est le pitch de départ de chaque Beat Lit, en tout cas. Et les personnages féminins de Beat Lit sont en général construits sur le même schéma, sur le même modèle. Et donc inévitablement, moi, je les compare toujours à Charlie. Sauf que comme j'ai adoré Charlie, le personnage et la saga, il n'y en a aucune qui tient à la comparaison. Et au bout d'un moment, je me lasse et j'arrête la saga. Je sais pas si j'irai au bout de la saga de Rebecca Keane. Pour l'instant, je suis au tome 3, il y en a 7 en tout. Mais, pour l'instant, en fait, le personnage est construit de manière assez différente de Sweet Charlie. Et donc, je les compare pas. Dans ma tête, je les compare pas. Quand je lis, par exemple, quand je lisais le Patricia Briggs, là, donc Mercy Thompson, j'avais toujours sans cesse une comparaison entre Mercy Thompson et Charlie Davidson. Et là, c'est pas le cas. Dans ma tête, j'ai aucune comparaison entre Rebecca Keane et Charlie Davidson parce qu'elles sont extrêmement différentes, en fait. Bref, ici, on est dans de la Beat Lit. Et je pense que c'est la première fois qu'en Beat Lit, on a des sorcières. Moi, j'ai jamais vu ça. Ou alors, c'est toujours un personnage extrêmement secondaire, voire tertiaire, tu vois. Mais là, c'est Rebecca Keane est notre personnage principal et elle est sorcière. Bon, elle est Vicari précisément. Et elle est sorcière de guerre. Donc ça reste quand même une sorcière assez badass, tu vois. Bon, les sorcières en général sont capables de buter des gens avec leurs petites potions. Hein. Mais là, elle est capable de buter des gens avec ses potions, avec ses pouvoirs et avec sa force physique. Donc c'est à dire que t'as pas intérêt à la faire chier la meuf, non mais vraiment. Bref, et l'univers est vraiment cool. L'univers est absolument génial. Voilà. Avoir une fille en pleine crise ado quand on a 27 ans. Ah, elle a 27 ans, je la pensais plus jeune. Je sais pas, je la voyais beaucoup plus jeune que moi. Et au final, elle a qu'un an de moins que moi. Bref. Je divague. Donc dans la saga, on suit Rebecca Keane. Au tout début du tome 1, elle se cache. En fait, elle a eu un petit différend, enfin un gros différend avec son clan, donc les Vicari. Et elle a été un peu bannie du clan. Et donc elle est dans une ville des États-Unis, je sais plus laquelle. Et son but, c'est de passer inaperçue, que personne ne sache qu'elle est là, en tout cas que qui elle est. Parce qu'elle est assez importante dans le clan et tout. Et du coup, bah, si les gens autour, la communauté surnaturelle découvrent qui elle est, ils vont prévenir son clan et ça va être la merde pour elle.
Donc son but c'est de passer inaperçu, sauf que pas de bol, je crois que c'est la première scène du tome 1. Elle rencontre le vampire plus plus, vous savez le vampire super puissant, super fort, machin et tout, il y en a toujours un, du coin. Et du coup, lui, avec ses pouvoirs et avec son expérience et tout ce qu'il sait des clans de sorcières, de l'univers, des têtes surnaturelles et tout, il va deviner qui elle est. Et en gros, leur relation démarre comme ça, c'est assez fou. Et en gros, il la menace pas. C'est-à-dire qu'il lui dit pas si tu fais pas ça, je vais te balancer en gros, mais elle veut pas prendre le risque en fait. Vous voyez, il a pas besoin de la menacer pour qu'elle ne veuille pas prendre le risque qu'il la balance. Du coup, elle se retrouve à enquêter pour lui dans le tome 1, je crois que c'est un truc comme ça, et ensuite elle va prendre un poste assez important pour les êtres naturels, c'est-à-dire qu'elle va devenir, je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom dans l'univers, mais en gros, dans cet univers, il y a des sorcières, des métamorphes, donc des loups-garous, coyotes-garous, bourses-garous, enfin tout un tas de garous, des vampires, et il y a un autre, des démons je crois, un truc comme ça. Et en plus il y a des potionneuses, si je dis pas de conneries, ça s'appelle comme ça, les sorcières et les potionneuses c'est pas tout à fait la même chose. Bref, et elle prend un poste, un espèce de consul, enfin ça s'appelle pas comme ça mais en gros c'est ça. Et son rôle c'est de faire en sorte que les êtres surnaturels s'entendent bien entre eux et que s'il y a un problème entre eux ou au sein d'une communauté, et c'est à elle de gérer, c'est à elle de faire en sorte que ça soit plus la merde. En gros, c'est ça qu'elle va faire. Alors, elle avait pas du tout prévu d'avoir un rôle aussi important dans la communauté surnaturelle, parce que je rappelle, son but c'est de passer inaperçu, donc c'est raté. Bref, et il y a aussi sa vie privée qui est pas mal mouvementée parce qu'elle a une fille de 12 ans, je crois. Et donc du coup, le père de cette fille est un être surnaturel qui normalement ne peut pas avoir d'enfant. J'ai pas envie de tout vous spoiler non plus. Mais donc du coup, sa fille a une combinaison génétique de malade qui fait que elle a 12 ans, mais elle a la maturité d'une jeune fille de 16-17 ans facile et elle a des pouvoirs absolument phénoménaux. Donc c'est une galère pas possible à gérer. Et dans ce tome-là en particulier, les hormones de cette charmante jeune fille vont commencer à se réveiller comme tout être humain normal, sauf que c'est pas un être humain normal. Donc elle a des hormones aussi, plus, et sa mère doit en parallèle, donc Rebecca, doit en parallèle gérer toutes sortes de galères et de problèmes. Et voilà, j'adore cette saga, vraiment, l'imagination de Cassandra O'Neill est juste dingue. Elle arrive à tout faire en même temps, c'est un truc de fou, vraiment. Et j'ai pas cette impression de ça fait trop, parce que je me rappelle que j'ai abandonné Marcy Thompson parce qu'au bout d'un moment, il y avait trop de trucs, ça partait dans tous les sens, c'était pour moi devenu n'importe quoi. Ici, c'est pas le cas. Ici, c'est tellement bien maîtrisé que c'est pas le cas. Vraiment, c'est trop cool. Et alors, la fin de ce tome 3, je crois que je l'ai dit en vlog, il me faut absolument le tome 4, mais genre vraiment la fin de... En gros, la fin de ce tome 3, c'est elle a réglé tous les problèmes qu'il y avait, et boum, il y a un autre truc qui débarque, attaque des titans, démarre-toi, et le tome finit comme ça. Donc moi, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer sur cette bataille. Mon résumé est probablement tout pété, je suis partie dans tous les sens. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une saga géniale et qu'il faut la lire. Voilà. Ah, j'ai une musique. C'est Like I Love You, c'est trop dur à dire ça, de Teresa Rex. Le suivant, c'est Cléopâtre, vue par une ado, de Cécile Alix et Shadia Loeslati. Donc c'est édité par Pulp Fiction. Bon là, j'ai la version France Loisir évidemment, du coup j'ai pas le petit poulpe sur le côté, mais bref. Il y en a plusieurs, hein. J'en ai déjà parlé de pas mal dans cette collection-là. Il y a Léonard de Vinci, il me semble qu'il y a Molière, il y a qui d'autre, je sais plus, il y en a beaucoup d'autres. Et je savais même pas que Cléopâtre existait, je l'ai trouvé par hasard et franchement j'étais trop contente. J'adore l'Égypte antique de manière générale. Tout ce mystère sur les pharaons, c'est un truc qui me hype depuis toujours, c'est comme ça. Voilà, et c'est vraiment le côté historique, pas le côté croyance, religieux et tout qui me hype, hein, vraiment pas du tout. Bref, Cléopâtre, dernière reine d'Égypte, enfin voilà. En fait, à chaque fois ça me fait bizarre parce qu'on dit dernière reine d'Égypte alors qu'en soi on n'en connaît pas d'autres. Donc en fait c'est la première aussi, enfin, pour nous on n'a pas d'autres. Bref, du coup c'est sa biographie, sa naissance, comment elle a grandi, comment elle a été formée et comment son père était un connard, ça je savais pas, mais alors franchement son père... Ouh là là, mon Dieu. Et sa vie est rythmée par ses relations avec les hommes, avec son père au début, puis avec son frère qui va devenir son mari, parce qu'elle peut devenir pharaon, elle va devenir pharaon d'ailleurs, mais pour être pharaon, il faut qu'elle soit mariée à un homme et mariée à son frère. Voilà, c'est comme ça. Bref.
Et donc ensuite il y a César qui débarque, Marc-Antoine, l'enfant qu'elle a avec César, tous les sénateurs de Rome qui sont pas contents, et puis la guerre entre Rome et l'Égypte, et enfin bref, tout un tas de trucs. Et Cléopâtre est, c'est dit dans ce livre ici, trop souvent ramenée à... elle a utilisé sa beauté pour, en gros, draguer César et arnaquer César, alors que si c'est un homme qui fait ça, c'est ok. Enfin, un homme qui se marie à une femme bien placée dans la société pour avoir une place, pour montrer qu'il est capable d'être conquérant, de faire des enfants, d'avoir une famille, de gérer un pays, ça pose de problème à personne. Par contre, comme une femme fait ça, on l'insulte. Toujours des inégalités hommes-femmes, hein, c'est la vie. Bref, mais vraiment, elle a mené l'Égypte pendant des années. Elle a été à la tête de l'empire égyptien. Enfin, ça s'appelait pas un empire, mais bref. Pendant des années, et elle a fait ça toute seule. Vraiment, parce que du coup, elle était avec son mari. Alors, son mari, il sert strictement à rien, clairement. Et César était romain, donc il n'avait pas à gérer l'Égypte, c'est elle qui le faisait toute seule. Et après, il y a toute l'histoire avec Marc-Antoine et tout. Par contre, il y a un truc que j'ai appris dans ce livre-là, je l'ai dit en vlog d'ailleurs, parce que moi j'étais persuadée que c'était le cas, mais c'est pas le cas en fait. On a à ce jour pas encore retrouvé le tombeau de Cléopâtre. Parce qu'il y a toute une question de... ça a été recouvert par la mer, la montée des eaux, tout ça. Du coup, on pense qu'en gros, à l'époque, quand elle est morte en gros, et qu'ils l'ont enterrée dans son tombeau, pierre vide, on sait pas trop du coup, ils l'ont fait à un endroit où il n'y avait pas d'eau à l'époque, logique, tu vois. Mais aujourd'hui, les eaux ont monté, et donc son tombeau et sa tombe seraient recouverts par de l'eau. Et donc... pas vraiment accessible, et même avec tout ce qu'on a retrouvé et tout ce qu'on sait de sa vie, c'est difficile de trouver l'endroit précis où elle a été enterrée, parce que pour nous c'est sous l'eau, donc tu vois plus rien et c'est un peu la merde. Hein. Voilà. Mais du coup, il est encore possible qu'on trouve un jour son tombeau, et franchement ce serait énorme. Voilà. Bref, j'adore Cléopâtre, j'adore l'Égypte antique, je vous conseille ce livre-là. Et tous les autres de la collection. Globalement, ils sont tous vraiment très cool. Je l'ai déjà dit et je le répète à chaque fois. Pour des enfants, je sais pas, entre 9 et 12, même 14 ans, qui ont des exposés à faire sur des grandes personnalités comme ça, bah regardez s'il n'existe pas, le livre comme ça, parce que franchement, c'est une manière assez ludique d'apprendre et ça se lit assez vite. Il y a des jeux de police, il y a des petits dessins, il y a des photos, des illustrations et tout, des schémas parfois. Enfin, voilà. J'adore cette collection. Et comme je l'ai dit, on termine avec un abandon, j'en ai aussi parlé en vlog, donc Night School, le tome 1 de C.G. Dougherty, Qui croire quand tout le monde vous ment. C'est un abandon, mais dans lequel j'ai été assez loin, puisque j'ai été jusqu'à la page 147. Parce que c'est flou et globalement, il se passe pas grand chose en vrai, et ça m'a gonflé. Voilà, on y suit Ali, qui est une jeune fille, a priori une humaine normale, tout va bien. Je dis a priori une humaine normale parce qu'il me semble que c'est du fantastique. Donc on est censé avoir des créatures fantastiques, tu vois, surnaturelles et tout. Mais là où je me suis arrêtée, c'est pas le cas. Il se passe des trucs chelous et tu sens bien qu'il y a un délire là-dessous, mais t'as pas d'infos, t'as rien du tout. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai abandonné. Bref, donc on rencontre Ali qui, c'est l'été, au tout début du livre, c'est l'été, c'est les grandes vacances d'été, et elle fait des conneries. En gros, elle fait des tags, elle a séché les cours quand elle devait aller en cours. Elle a fait le mur, évidemment, enfin des conneries d'ado que tu peux faire, je l'ai dit en vlog, hein, que tu peux faire quand t'es ado, que t'es pas obligé de faire quand t'es ado, mais que tu peux faire quand t'es ado, et donc du coup, voilà. Sauf qu'elle les accumule, elle se fait arrêter par les flics plusieurs fois, et ses parents en ont marre, et donc ses parents décident de l'envoyer à Cimmeria, qui est une école en internat. Elle n'a pas le choix, elle doit aller là-bas, et la particularité de cette école, c'est que les cours continuent même l'été. Donc, au moment où elle fait sa dernière connerie, entre guillemets, qui est pour nous la première qu'on a de raconter dans le livre, hein, parce que le livre démarre comme ça. Ses parents décident de l'envoyer là-bas, c'est les grandes vacances d'été, mais elle va là-bas et elle va aller en cours là-bas, parce que là-bas, été ou pas été, t'as école. Voilà, c'est comme ça. Et donc elle débarque là-bas, elle essaie de s'adapter, c'est un internat dans une espèce de manoir château immense a priori. On sait pas trop, et donc elle va en cours là-bas, elle rencontre des gens, des profs et tout. Et il y a des trucs bizarres qui se passent, il y a des espèces d'attaques, ils sont dans la forêt le soir mais ils ont peur. Il y a un seul truc que j'ai pas compris, c'est que du coup c'est l'été, mais ils sont le soir dehors avant 23 h et il fait nuit.
alors qu'en été il fait nuit très tard, donc c'est bizarre. Mais bon, bref, ils sont attaqués, il y a un moment où il y a des garçons qui font a priori un jeu bizarre et qui reviennent tous ensemble, blessés et tout. Et mon problème c'est que, bah c'est mou en fait. Vraiment c'est mou. J'ai été aussi loin comme je l'ai dit parce que j'aime beaucoup le personnage de Ali. Et on sent qu'elle a envie de comprendre, mais bah il se passe pas grand chose en fait. La plume est cool, vraiment j'ai bien aimé la manière dont c'est construit, dont c'est présenté et tout. Mais au bout d'un moment, il se passe rien. Il ne se passe rien. T'as des petits événements comme ça, mais en gros, t'as pas d'infos, pas d'explications. Ce qui me dérange, c'est que je suis presque à 150 pages du coup, et je ne sais pas où on va. Je ne sais toujours pas de quoi on va me parler en fait. Je sais pas. Aucune idée. Je suis rendue à suivre un personnage. Il se passe des trucs chelous, mais on sait pas. Et puis on continue, et puis on avance, et on va où? C'est quoi le but? Je comprends pas. Vraiment, je comprends pas. Du coup, bah, j'ai arrêté le livre parce que je sais déjà, à même pas 150 pages du tome 1, que je ne lirai pas la suite. Donc à partir du moment où je sais que je vais pas lire le tome 2, quoi qu'il arrive, je vois plus l'intérêt de finir le tome 1. Donc je n'ai pas terminé le tome 1. La lecture est terminée. Si vous voulez réagir en commentaire à n'importe quoi, ce que j'ai dit, pas dit, ce que vous voulez, vous pouvez le faire, évidemment, c'est fait pour ça. Moi je m'arrête là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.